sommes ici à Kfar Maimon, dans le jardin, nous allons le dire, puisqu'il faut les Chabed honorer le Baal Arsania. Celui qui nous accueille, c'est dans le jardin d'Eli Kling, qui nous accueille ici avec le Rav Yitzhak Levi. Rav Yitzhak Levi, shalom, bonjour. Shalom, shalom, bonjour. Alors nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de dialoguer ensemble. Le Rav Yitzhak Levi, je vais vous présenter rapidement et à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, ceux des Olim de France qui sont arrivés en Israël peut-être après 2008 ou 2009, au moment où vous avez quitté la Knesset et la vie politique. Vous êtes un ancien Olé, Hadash, on va dire, puisque vous êtes monté de Casablanca dans les années 50. En 1957. Voilà, en 1957. Vous avez été longtemps le directeur de la yeshiva de Kfar Maimon ici, et vous avez été l'un des grands leaders du Mafdal, en particulier après le décès de Zvouloun Amer, qui était le leader mythique du Mafdal après Yosef Bourg. Vous lui avez succédé, vous, le jeune Olé Hadash du Maroc, qui était d'une certaine manière le premier leader, c'est important de le souligner, le premier leader séfarade de ce mouvement. On parle aujourd'hui du Rav Rafi Peretz, qui est le leader du foyer juif. On a dit c'est le premier, eh bien non, ce n'est pas le premier, puisque vous étiez le leader du Parti national religieux déjà dans les années 90. 80, même moins, 80, 90, 2000. Voilà. Après, en particulier après le décès de Zvouloun Amer, qui était longtemps le ministre de l'éducation mythique de l'État d'Israël. Et vous avez occupé plusieurs postes de ministre dans différents gouvernements, en particulier dans le premier gouvernement de Binyamin Netanyahou. Vous avez été ministre du logement, ministre du tourisme, ministre de l'énergie, ministre des cultes et donc ministre également. Dans plusieurs gouvernements. Voilà, dans plusieurs gouvernements différents. De Netanyahou, gouvernement de Barak, gouvernement de Sharon. Voilà. Dans tous les gouvernements de cette époque, c'est-à-dire la fin des années 90, début des années 2000, et donc ministre de l'éducation, et nous allons revenir sur l'éducation nationale puisque nous sommes à l'approche de cette nouvelle année scolaire. Alors, avant tout, Rav Yitzhak Levi, je voudrais que nous commencions à parler de cet endroit ici, de Kfar Maimon. C'est là où vous habitez depuis de nombreuses années, nombreuses décennies. Mais aussi, on peut le dire, et c'est particulièrement marquant puisque nous sommes en plein cœur des vacances, c'est devenu un village symbole autour de la protestation contre l'évacuation, contre le désengagement, ce que l'on appelait à l'époque le désengagement du Gush Katif, l'expulsion des habitants du Gush Katif qui est intervenue cet été il y a 14 ans. Alors, on se souvient, ceux qui étaient en Israël à l'époque se souviennent d'une immense manifestation qui s'était réunie, rassemblée ici à Kfar Maimon pour protester justement contre la décision du gouvernement de Sharon pour essayer de faire changer. Alors, les décisions du gouvernement de Sharon, d'Aric Sharon. Alors, cette manifestation, elle avait marqué, on va dire, la société israélienne et marqué en particulier le sionisme religieux, dont vous avez été donc l'un des leaders, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle était effectivement extrêmement importante, hein. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes ici à Kfar Maimon, mais aussi, et dites-moi si je me trompe, parce que quelque part, à ce moment-là, c'est-à-dire au début de cet été difficile, douloureux, qui s'est terminé par le retrait, l'évacuation ou l'expulsion des habitants du Gush Katif, eh bien, on a compris aussi dans la Tzionut Datit que, à l'extérieur du mouvement sioniste religieux, eh bien, l'importance des implantations, que ce soit des implantations, on va dire, modérées, entre guillemets, comme celle du Gush Katif, ou même des implantations en Judée-Samarie, n'avaient pas réussi à s'implanter, on va dire, dans le cœur de la population israélienne. C'est-à-dire qu'il y avait le sionisme religieux qui manifestait, mais derrière, il n'y avait même pas beaucoup de gens de la droite israélienne laïque, et certainement moins, bien entendu, encore moins, des gens qui n'étaient pas proches de la droite nationaliste. Comment vous expliquez que finalement, le sionisme religieux, à ce moment-là, n'est pas réussi à faire passer cet amour de la terre d'Israël qui était sa priorité à l'époque? Écoutez, c'est très difficile d'arriver à faire vraiment intégrer cet amour pour la terre d'Israël et s'implanter en Israël
parce que nous savons que c'est un des dilemmes politiques les plus difficiles aujourd'hui en Israël. D'un côté, nous avons tous un grand amour pour Israël, nous savons que nous devons nous implanter, et nous savons qu'Israël, Judée, Samaria et Gaza, et tout, c'est des parties d'Eretz Israël, des parties intégrales d'Eretz Israël. Et de notre côté, nous avons la question palestinienne. Et la question palestinienne nous fait beaucoup de mal. Et nous avons des problèmes internationaux aussi avec cette affaire. Écoutez, l'Europe et l'Amérique, avant Trump, n'ont pas reconnu les implantations israéliennes. Et l'ONU non plus n'a reconnu les implantations israéliennes. Ça veut dire que nous, les sionistes religieux, nous avons fait peut-être des pas très très importants pour le peuple d'Israël contre tout le monde. Contre l'ONU, contre l'Europe, contre l'Amérique. Aujourd'hui, Trump a changé un petit peu le ton. Mais de toutes les manières, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu partout. Mais quand même, nous avons aujourd'hui, Baruch Hashem, près d'un demi-million de 500 000 habitants israéliens qui habitent à Juda et Samarie. Est-ce que le sionisme religieux a modifié sa priorité après le Gush Katif, c'est-à-dire cet amour de la terre d'Israël qui était, on va dire, omniprésent? Est-ce qu'il s'est réajusté? Je ne crois pas qu'on a modifié parce que, et avant aussi, nous n'avons pas modifié. Nous sommes tout le temps occupés de l'éducation nationale. Et on s'est occupé des questions sociales et de l'Aliyah et de la Klita. Et par exemple, je veux vous donner un exemple ici à Kfar Maimon. Nous sommes les premiers qui ont ouvert des classes au l'hymne d'Éthiopie. Nous avons en l'année 84, 85, 86, donc dans quelques années ici, nous avons eu des classes, nous avons eu des fois 100 élèves éthiopiens, 120 élèves éthiopiens ici à la Yeshiva. Ça veut dire que notre occupation n'était pas rien que l'implantation. Nos occupations n'étaient pas rien que de voir comment s'implanter, le sionisme religieux ça veut dire nous sommes capables de nous préoccuper et d'avancer dans plusieurs sujets. Pas dans un sujet. Et c'est pour cela que je crois que même avant l'Etnatkout, c'est-à-dire le désengagement, le désengagement à Gaza, les sionistes religieux toujours été chaloutz, toujours été au devant. Pionnier, toujours été au devant de tous les sujets que le clan d'Israël, que l'État d'Israël a besoin, et toujours nous étions là-bas. Ce qui est arrivé ici, à Gaza, c'est vraiment une décision malheureuse, parce que nous le voyons aujourd'hui, voilà, c'est ça. Ce qui arrive à Gaza. Moi, je me rappelle que les premiers jours, ou les premiers mois même, de Gaza, tout le monde était très content, à part nous. Après le retrait. À part nous, tout le monde est très content. Et ça veut dire, voilà, maintenant nous sommes débarrassés. Nous sommes débarrassés, tout sera calme, il n'y aura pas de problème. Et on n'aura pas besoin que nos soldats soient là-bas dans la frontière de Gaza. Tout s'arrangera parce que nous sommes sortis. Alors tout sera. Et nous voyons aujourd'hui exactement le contraire. Ça veut dire aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'armées et beaucoup plus d'efforts. Qu'il n'y en avait à l'époque. Qu'il n'y avait à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Hamas. Le Hamas est renforcé parce qu'il n'y a pas de Juifs là-bas. Parce que nous ne sommes pas là-bas, nous sommes retirés tout à fait. Et c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, je crois que la majorité israélienne est déjà convaincue que c'était une très grande faute. Et j'espère qu'on ne fera pas encore une faute, qu'on ne fera une autre faute à Yehuda Shomron. Ça veut dire, vous savez, maintenant nous avons bientôt le plan de Trump. Oui.
Et le plan de Trump, nous ne savons pas ce qui est là-bas. Mais il est tout à fait possible que Trump nous dise, bon, alors il faut peut-être évacuer 50 000 juifs, 70 000 juifs, etc. Vous pensez que, à travers ce qui s'est passé dans le Gush Katif il y a 14 ans, on tire les leçons de je vais vous dire pourquoi aussi, parce que pour le reste. Là-bas, au Gush Katif, nous étions 8 000 juifs. Oui. Il y avait 1500 familles, à peu près, 8000 juifs. Jusqu'aujourd'hui, 14 ans après, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore de maison, qui n'ont pas encore de travail. Il y a eu beaucoup ça veut dire la somme que l'État a... Des milliards de shekels. Des milliards de shekels pour 8000 juifs. Alors, des nouveaux villages. Vous dites qu'en fait, c'est inimaginable de renouveler ce genre de situation. Parce que quand Sharon parlait de l'évacuation, Sharon disait ce sera très facile pour eux. Chacun s'achètera une maison, et ce sera facile, tout ça. Et nous voyons que c'est très difficile. C'est pas que c'est facile, c'est très difficile. Ça veut dire de venir, d'évacuer des gens de leur maison, des maisons dont ils ont habité là-bas, ou des villages dont ils ont habité là-bas des dizaines d'années. Ils ont eu là-bas leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils étaient très, très, très attachés. Et puis les détacher tout à fait, c'est difficile. C'est pas facile. Et c'était un processus long qui n'est pas encore arrivé à sa fin. Aujourd'hui, à Baruch Hashem, déjà plusieurs, ou la grande partie des gens qui ont été évacués, qui ont déjà leur maison, et déjà leur village, et ça, mais il y a encore qui n'en ont pas. Alors ça veut dire que la leçon qu'on a apprise de l'évacuation de Gaza, j'espère qu'elle nous aidera à pouvoir la réaliser à Juda et Somon. Ça veut dire on n'évacue pas de juifs. On n'évacue pas de juifs. Nous avons d'autres solutions à faire du point de vue politique, etc. Peut-être on verra quelle solution et de quoi on parle, mais c'est fini, on n'évacue plus de juifs. Et sur le plan sécuritaire, puisque ici à Kfar Maimon, nous sommes à quelques kilomètres de Gaza. On appelle ça le Hotef Aza. Le Hotef, dans le pourtour de la bande de Gaza, voilà. Et que Kfar Maimon, comme Netivot, et avec peut-être moins d'acuité que à Sderot, mais toujours il y a des tirs de roquettes ici qui viennent de Gaza. Sur le plan sécuritaire, et je fais appel à un homme d'expérience qui a participé à de nombreux gouvernements, est-ce que vous pensez qu'il faut, dans la situation actuelle de tension, rentrer dans la bande de Gaza? Il faut que l'armée israélienne retrouve sa force de dissuasion? C'est la seule solution. Je vous dis pourquoi. Parce que le Hamas aujourd'hui est appuyé par l'Iran, est appuyé par le Hezbollah, est appuyé par la Syrie, et ils ont déjà une armée assez importante. C'est-à-dire ce n'est pas 500 commandos. Ou 700 petits commandos et ça. Ils ont des tanks, ils ont des ça, ils ont une armée assez importante. Et c'est toujours ça veut dire un danger pour nous. Et je ne vois pas d'autre solution. Ça veut dire ce qu'on a fait pendant ces 10 dernières années. Nous sommes rentrés, nous sommes sortis, nous sommes rentrés, nous sommes sortis. Ça veut dire ça donne peut-être un an ou 2 ans de calme. Et puis après ils se remettent et ils se renforcent encore une fois. Et moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut rentrer, il faut reprendre tout le contrôle de la bande de Gaza et essayer de voir s'il y a peut-être un pays arabe ou une organisation qui prendra la responsabilité de la population de Gaza. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas d'autre solution, mais moi, je veux vous dire que le gouvernement aussi ne voit pas d'autre solution. Ouais. Mais le gouvernement, aujourd'hui, se comporte comme un gouvernement qui n'a pas de solution. C'est ça. Ça veut dire... Alors, second volet, Rav Yitzhak Levi, de notre entretien, le Mafdal, le Parti national religieux, qui s'est réincarné dans une nouvelle forme avec le foyer juif et l'Union nationale, aujourd'hui avec ce que l'on appelle la nouvelle droite, on l'appelle maintenant Yemina en perspective des élections du 17 septembre prochain.
Comment expliquer, Rav Yitzhak Lévi, que le sionisme religieux, la mouvance sioniste religieuse, apparaisse si divisée, bien qu'elle ait tenté ou réussi au moins en partie de se rassembler pour ces élections, mais elle est apparue, par exemple, le 9 avril dernier, très divisée, et cette division a coûté, on va dire, la victoire à Binyamin Netanyahou sur le plan électoral et à la droite israélienne. Comment expliquer qu'un mouvement qui prône l'ardout, l'unité, eh bien, paraisse aussi divisé qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque, lorsque vous étiez le leader du Parti national religieux? C'est une question excellente. Et on n'a pas toujours de réponse à ces questions. Quand moi j'étais au Mafdal, ou le Mafdal de Hammer, ou le Mafdal de Bourg, ça veut dire les leaders qui étaient avant moi, et moi aussi, dans mon époque, alors on était unis. Oui. C'est-à-dire, c'est pas qu'on était un très grand parti, mais on était unis. Que ça veut dire? Je veux dire que les gens de Merkaz Harav, la Yeshiva du Rav Kook, qui sont peut-être notés chez nous comme les plus extrémistes religieux, et les gens du Kibbutz Adati, qui sont peut-être de l'autre côté, qui sont des kibbutzniks, qui sont ça, on était ensemble, on était toujours ensemble. Et pourquoi aujourd'hui c'est si difficile? Vraiment, c'est une question, mais moi, j'ai dans une des conversations que j'ai eues avec Ayelet Shaked la semaine dernière, Ayelet Shaked est venue nous visiter ici dans la Mouatsa Ezori, dans la région, et elle a demandé à parler avec moi, à venir me visiter. Et dans la conversation qu'on a eue, je lui ai dit que cette question même, je lui ai posé cette question même, je lui ai dit comment est-il possible? Et aujourd'hui, c'est encore plus grave, parce qu'aujourd'hui, nous avons une liste qui s'appelle Yamina, qui est ensemble peut-être, mais toujours, on nous rappelle que c'est un bloc technique. Bloc technique, ça veut dire que c'est trois partis qui peuvent se diviser. Ils ne vont pas se diviser forcément, mais qui peuvent se diviser après les élections. Et moi, j'ai dit à Ayelet que c'est, pour moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Alors pourquoi on ne peut pas s'unir, que tous les trois partis peuvent s'unir? J'espère que ça arrivera, que ça veut dire que le jour arrivera, après les élections, qu'ils comprennent qu'il faut faire des trois partis un parti, et il faut s'unir, et ça donnera beaucoup plus de force que trois partis. Est-ce que justement cette division, c'est pas le signe que peut-être, d'une certaine manière paradoxale, c'est le signe de la vivacité du mouvement sioniste religieux, de la mouvance sioniste religieuse? C'est-à-dire que dans le sionisme religieux, il y a une multitude d'avis. Et que peut-être aujourd'hui, il y a une multitude d'avis. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'un parti national religieux comme il y en avait un avec le Mafdal, et que peut-être, par exemple, les sionistes religieux peuvent se retrouver comme ils le font au Likoud. Et c'était une de vos idées à une époque, si je ne m'abuse. Premièrement, il y a beaucoup de religieux, de sionistes religieux qui sont au Likoud. Et il y a aussi des Chavri Knesset, des députés au Likoud. Il y a Zev Elkin, il y a Yuli Edelstein, il y a Tzipi Chotoveli, il y a quelques-uns. Moi, je crois qu'on a besoin encore d'un parti national religieux, parce que le Likoud n'a pas les mêmes idées, les mêmes visions d'un parti national religieux. On a tout à fait besoin d'un parti national religieux. Et moi, j'espère que tous les trois partis s'unissent. Je crois que ça ne fera aucun mal à l'élan que le sionisme religieux aujourd'hui a dans le pays, qu'on soit un parti uni. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être partagé, et on peut être ensemble avec des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai que dans les sionistes religieux, il y a plusieurs tons, plusieurs tendances. Oui. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui a changé dans la vie politique en Israël, parce qu'on parle d'une vie politique extrêmement mouvementée, dans laquelle il y a beaucoup de critiques très, très virulentes, un dialogue très, très dur parfois,
qu'ils viennent du Premier Ce ministre. qui a changé, c'est surtout... Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre période? Ce qui a changé, je crois que c'est dans tout le monde, ce n'est pas rien qu'en Israël. Regardez comme le président Trump parle et tout ça. Ce qui a changé, c'est le YouTube, c'est le Twitter, c'est le WhatsApp. Ça a changé. Ça veut dire, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, c'est-à-dire quand quelqu'un voulait parler, alors il parlait à la radio, par la télévision. Aujourd'hui, il ouvre les yeux, il prend le smartphone et il fait le Twitter, il dit ce qu'il veut. Et ce qui lui sort de la tête du même moment. Et alors c'est beaucoup plus fanatique, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dur. Et alors un répond à l'autre, il y a une rivalité dans l'extrémisme ou le fanatisme. C'est beaucoup plus extrémiste. C'est sûr que c'est beaucoup plus extrémiste et c'est dommage. Parce que la vérité, c'est qu'en Israël, on est beaucoup plus unis que comme ça se voit dans la politique. Ouais. La politique est beaucoup plus extrémiste que la vie ici en Israël. Venez faire un tour avec moi à Netivot. Ouais. Vous allez voir comment les gens parlent. Les gens parlent avec fraternité, les gens parlent avec beaucoup d'amour. Nous avons des Vatikim, des anciens, Tunisiens, Marocains, nous avons des Éthiopiens, nous avons des Russes, tous sont des Juifs. Et tous vivent ensemble comme il faut. Et nous avons des plus religieux, des moins religieux et des non religieux. Et on vit tous ensemble très bien. Et la politique est très extrémiste aujourd'hui. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Alors, vous reconnaîtrez avec moi que c'est peut-être une question d'éducation. Ça nous amène au troisième volet de notre entretien. C'est aussi une question d'éducation, mais ce n'est pas rien qu'une question d'éducation. Voilà, alors parce que je le rappelle, vous avez été ministre de l'Éducation, ouais. Et nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Voilà, nous allons rentrer, les jeunes, des centaines, voire plus d'1 million de jeunes vont reprendre le chemin de l'école. Parmi eux, nous le soulignons, des Olim Hadashim, des jeunes qui vont rentrer dans le système. À Kfar Maimon, nous avons des Olim Hadashim. Voilà, il y en a à Kfar Maimon, il y en a un peu partout. À Hamdat Darom, nous avons des filles qui viennent. On va en parler. Je voudrais d'abord que vous me disiez concernant justement l'éducation nationale. Pourquoi cette éducation nationale est-elle si fragmentée? C'est-à-dire, je reprends le discours dont le président avait parlé, le fameux discours des tribus du président de l'État, Reuven Rivlin, de 2015, où il parlait de 4 tribus, la tribu sioniste religieuse, la tribu orthodoxe, la tribu laïque et la tribu arabe. Les 4 tribus dont il a parlé, Reuven Rivlin à l'époque, eh bien, c'est exactement le même partage dans l'éducation nationale. Exactement. Il y a l'éducation nationale pour les laïcs, pour les sionistes religieux, pour les Haredim, le système Atzmaï, et pour les Arabes. Est-ce que finalement, cette partition, ces clivages dans la société israélienne, bien, ça ne vient pas d'un problème d'éducation, d'un problème de système éducatif au départ? Écoutez, c'est-à-dire ça a été créé par Ben Gurion. Oui. Si on doit donner la faute à quelqu'un, c'est à Ben Gurion. Mais je ne crois pas que c'est donner la faute. Je crois que c'est évident qu'il y ait ce partage. Parce que chacun a sa manière d'éduquer. Et chacun a ses buts d'éducation. C'est-à-dire on a tous, pas tous, les Arabes moins. Ça veut dire il faut éduquer à l'amour du pays, il faut éduquer à être des citoyens très, très attachés à l'État d'Israël. Mais à part ça, nous avons une éducation peut-être qui n'est pas la même. Ça veut dire si nous voulons éduquer nos élèves pour qu'ils soient religieux, et pour qu'ils sachent beaucoup plus de Torah et beaucoup plus de Yahadout, et qu'après l'école ils aillent à des shivot, et avant qu'ils aillent à la tzava ou après qu'ils aillent à la tzava, etc. Et les laïcs éduquent d'une autre manière. Et les Haredim éduquent aussi d'une autre manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
si on aurait dit à Ben Gurion, il faut reprendre la méthode, je crois qu'il l'aurait laissé. Il aurait laissé la même méthode. Il aurait laissé la même chose. Ça veut dire, il y a des écoles, quand j'étais à l'éducation, au ministère de l'Éducation, nous avons eu des écoles mélangées. Ça veut dire qu'avec des datim et des non-datim, des religieux et des non-religieux, par exemple. Mais ça ne s'est pas développé. C'est-à-dire on a toujours 4, 5, 6 écoles comme ça. Sans qu'il y ait obligatoirement un mélange. Mais pourquoi, par exemple, dans le mouvement, dans le Zérem, dans le département, on va dire, dans le courant laïque, eh bien, un jeune qui fait sa scolarité, à la fin, arrive en terminale, en classe de terminale, de Yud-Bet, eh bien, il ne sait quasiment rien de la tradition juive. Pourquoi tout le monde étudie le Tanakh. Le Tanakh, c'est le Tanakh. Les laïcs et ça, et après ça dépend beaucoup. Certains ne savent même pas dire Shema Israël. Ça dépend beaucoup du directeur d'école. Il y a des écoles où ils savent dire Shema Israël. Il y a des écoles où ils connaissent ce que c'est un Beth Knesset et ce que c'est un Sefer Torah. Et ils connaissent toutes les dates des fêtes, etc. Et l'essence des fêtes aussi. Il y a des écoles que non. Ça veut dire aujourd'hui, la méthode en Israël, c'est que les parents ont une très grande influence sur l'école. Parfois trop grande. Parfois trop grande. Mais ils ont une très grande influence et ça veut dire c'est la loi. C'est-à-dire la loi permet aux parents d'être tout à fait avec l'école, avec le directeur d'école, avec les maîtres, les professeurs, voir ce qu'on étudie et ce qu'on n'étudie pas. Alors ça dépend de la population de chaque école. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où vous voyez que c'est des écoles qu'on appelle traditionnelles, des écoles massortiotes. Il y a là-bas même beaucoup, dans ces écoles laïques, beaucoup d'élèves qui sont là-bas avec hypotes. Oui. Et d'un autre côté, il y a d'autres écoles qui sont beaucoup plus loin. Et c'est la méthode israélienne. Et chacun cherche l'école dont il veut éduquer son fils. Alors, je voudrais qu'on parle un peu, de manière plus spécifique, des Olim Chadashim, parce que il y en a eu beaucoup, en particulier de France ces dernières années, qui sont arrivés. Et de la vie générale, il y a une perte de repères au niveau éducatif entre le système éducatif dans les écoles juives qu'il y avait en France et le système justement en Israël de par ses clivages. C'est autre chose. Quel conseil vous pourriez donner à des parents d'Olim Chadashim qui arrivent et qui ne savent pas où mettre leur enfant. En France, ils savaient le mettre ou à Otsara Torah, ou à l'école Yavne, ils connaissaient plus ou moins la structure, mais ici, eh bien, ils sont perdus. Moi, je crois que que les parents doivent vraiment prendre conseil ou demander conseil à des éducateurs israéliens ou à des rabbinim israéliens, chacun d'après ce qu'il veut pour son fils. C'est-à-dire, s'il y avait des parents dont l'éducation était plus charidique, plus extrémistes, eh ben, ils ont des écoles où ils peuvent continuer leur éducation. S'ils étaient plus traditionnels, ou datim loumim, c'est-à-dire Bnei Akiva, alors aussi ils ont des écoles, mais il y a des écoles excellentes, de toutes les manières il y a des écoles excellentes partout. Alors, je ne crois pas qu'on peut donner une solution à tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas une solution, c'est chacun, dans chaque cas, on doit voir qu'est-ce que les parents veulent, qu'est-ce que l'enfant, dans quelle classe il est. Ça veut dire ça dépend s'il est déjà dans l'école secondaire ou dans l'école primaire. Ce qu'il faut, et ce qui est plus important, c'est qu'ils doivent s'intégrer le plus vite possible. Et ça, c'est un conseil que je voudrais dire, ça veut dire faire rentrer les élèves le plus vite possible dans les écoles, dans le système israélien, pour qu'ils soient tout à fait intégrés. L'intégration des parents passera par les enfants. Exactement. Eh bien, Rav Yitzhak Levy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ici à Kfar Maimon, chez vous. Et on peut se permettre de vous souhaiter d'ores et déjà, bien qu'on ne soit pas encore tout à fait dans le mois d'Elul, une Shana Tova, une bonne heureuse année pour vous. Shana Tova à tous les Olim.
Voilà, à l'ensemble des Olim. Nous espérons qu'il y ait beaucoup d'Olim qui viennent l'année prochaine. Eh bien voilà, on se joint à ce souhait. Merci beaucoup Rav Yitzhak Levy d'avoir accepté de nous recevoir.